Nous débutons aujourd'hui dans cette matinale de Géopolitique Profonde TV, une séquence très particulière et qui, moi, me tient particulièrement à cœur parce que je sais, chers internautes, que c'est l'un de nos intervenants, si ce n'est notre intervenant le plus plébiscité de ces matinales, tout du moins. Et je le présente tout de suite et je le salue déjà avant même sa présentation. C'est le général Dominique de Lavarde. Bienvenue, général. Bienvenue, mon général. Et merci de votre accueil et merci à vos auditeurs de bien vouloir m'écouter de temps en temps. Mais oui, et d'ailleurs, ce sont des recherches. Il y a des recherches considérables sur vous, sur parce que vous avez à un moment donné, on a envie de dire, on l'entendait pendant les cérémonies d'ouverture, de fermeture des Jeux Olympiques. Je m'en moquais un peu. C'était la présentatrice Daphné Burki avec Thomas Joly de ces cérémonies. On parlait de quelque chose qui était iconique. S'il y a bien quelqu'un qui est un général iconique aujourd'hui, c'est bien le général Dominique de Lavarde. Vous êtes devenu une icône de la résistance. Et ça, il faut bien que vous mesuriez toute l'importance, justement, de cette... et là, c'est pas mentir ou galvauder l'expression même d'icône. Hein. Dire quelque chose qui vient dans le visible, qui nous vient de l'invisible. Général Dominique de Lavarde, je pense que il serait intéressant, déjà pour revenir sur un certain nombre de polémiques qui ont pu exister dans le passé, c'est tellement facile. Les gens s'expriment et puis en l'espace en coupant une demi-phrase, on leur fait dire tout à fait le contraire, ou pas d'ailleurs, le contraire de ce qu'ils disent. En tout cas, on lance par là la propagande, les chiens. Il y a un ancien président de la République qui disait on lance les chiens, et les journalistes qui ne sont plus des journalistes, mais en tout cas ont gardé cette fonction de chien. Ça, vous l'avez subi. Donc je pense qu'il est plus que temps pour réparer cette injustice, général Dominique de Lavarde, que l'on vous donne tout le temps nécessaire, tout le temps dont vous avez besoin pour vous exprimer et pour rétablir un certain nombre de vérités et puis les développer. Pas seulement les rétablir, mais les développer. Alors il y a des articles que vous avez pu écrire. Et c'est d'abord de l'écrit. Profitons de cet instrument formidable qui est GPTV, qui est YouTube, qui est la possibilité aussi de s'exprimer oralement, avec l'image, avec une communauté qui nous suit et qui vous aime particulièrement. Général de Lavarde, vous avez écrit des articles sur l'OTAN, par exemple. Est-elle artisane de paix ou fautrice de troubles, de chaos, de guerre et de chaos? On ira jusqu'à l'élection présidentielle. On va faire des feuilletons, si vous le voulez bien, cher internaute, avec le général Dominique de Lavarde sur tous ces sujets dont le thématique général, mais vous pourrez introduire vous-même ensuite, évidemment, parce que vous aurez la parole très rapidement, ce dont vous voulez nous parler. Mais moi, j'ai envie de dire le monde. Pourquoi ce monde aujourd'hui est dans un tel chaos, dans une telle entropie? Qui est derrière? Qui est fauteur de guerre? Qui est fauteur de troubles, de chaos et d'entropie? Et ça, je crois que appeler un chat, dans le monde dans lequel on vit, peut-être que la nuit, tous les chats sont gris. Oui, enfin, quand même. Appelons un chat. Ne l'oublions pas, ça, peut-être, général Dominique de Lavarde. Et vous, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que vous n'oubliez pas. Peut-être commencer, mon général, par votre biographie, parce qu'on en connaît quelques éléments, voilà. Mais on ne connaît pas le détail. Et c'est souvent dans le détail qu'on va voir un peu la personnalité de cet ancien élève du Prytanée militaire, ancien Saint-Cyrien, qu'est le général Dominique de Lavarde, officier de l'armée de terre. Vous avez porté l'uniforme, il a porté l'uniforme, le général, de septembre 59 à mars 2005. Je fais un calcul rapide, ça fait quand même plus de 45 ans de carrière militaire, mon général. Et on va développer, si vous voulez, votre biographie. Oui, alors, pas tout à fait de carrière militaire, parce que j'ai porté l'uniforme en étant très jeune. Hein. J'ai commencé à porter l'uniforme à l'âge de 11 ans, puisque j'ai été mis en pension au Prytanée militaire pour rentrer en 6e, on va dire. Hein. Donc, j'ai été particulièrement heureux au Prytanée militaire, qui était une école d'excellence. Hein. Une école à la fois d'excellence et une école où tous les élèves étaient un peu pareil. Parce qu'on portait l'uniforme, il n'y avait pas le fils de riche qui avait des vêtements à la mode et le fils de pauvre, dont je faisais plutôt partie, hein, qui avait des vêtements élimés parce qu'il était le 6e d'une fratrie de 7. Hein, c'était mon cas. Oui. Donc, moi, j'étais particulièrement heureux d'être au Prytanée militaire parce que j'étais enfin comme tout le monde, comme les autres, et la seule chose qui nous distinguait,
eh bien, c'était les performances sportives, les performances intellectuelles en classe. Donc, j'ai été plutôt bon élève au Prytanée. J'étais plutôt dans les 3 de tête à peu près pendant toute ma scolarité, dans les classes. Et puis, bon, je suis rentré à Saint-Cyr dans un rang correct, et j'en suis sorti dans un rang encore plus correct, on va dire dans les 10 premiers, quoi. Vous êtes en plus, Dominique Velavarde, c'est à noter, je le fais rarement pour les généraux ou les officiers supérieurs. Je l'ai fait avec le colonel Hogard dans le passé. Je continuerai à le faire d'ailleurs dans d'autres émissions avec lui sur GPTV. C'est important de bien concevoir aussi ce qui fut, votre environnement, on va dire familial. Petit-fils d'un officier français tué à Verdun, déjà, pour commencer. Vous êtes aussi le fils d'un combattant, vous êtes un orphelin de guerre. On peut dire que vous avez un environnement. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'êtes pas un carriériste, Dominique Delavarde, général Delavarde, mais quelqu'un qui est dans un environnement de soldats, de guerriers même. Oui, oui, j'ai également 2 frères qui ont été militaires. Mes 2 frères aînés, l'un qui a été sous-officier d'artillerie et qui est maintenant officier de réserve d'artillerie et très âgé, donc il l'est plus. Et puis mon frère juste devant moi, qui a été pilote de chasse pendant quelques années, et puis bon, qui s'est reconverti après dans des carrières civiles. Voilà. Et pour ma part, bon, moi j'étais donc d'une famille plutôt modeste, une fratrie de 7. Il n'y avait pas trop d'argent à la maison, donc on changeait pas souvent les vêtements. C'est ce que je vous ai dit. On changeait les vêtements dans la journée, mais on n'avait pas de nouveaux vêtements tous les jours. On n'avait pas. On vivait très très modestement. On passait les vacances à la campagne. Pour ma part, à garder les vaches, à faire les foins et à m'occuper à faire les moissons, bien sûr. Tous les travaux des champs, je connais tout ça pour l'avoir pratiqué. Donc la campagne et l'agriculture, ça me parle parce que j'ai pratiqué. Mais d'un autre côté, j'ai vécu à Nice, donc une grande ville près de la mer, et c'est là que j'ai fait ma scolarité. Dans ma scolarité primaire, avant de rentrer au Prytanée militaire de la Flèche. Donc le Prytanée, c'était une pension dans laquelle on rentrait chez soi une fois tous les 3 mois. Donc je voyais à l'âge de 11 ans, je voyais mes parents une fois tous les 3 mois, mes frères et sœurs une fois tous les 3 mois, et le reste du temps, j'étais avec mes camarades à essayer d'apprendre le maximum de choses pour réussir dans la vie, et essayer de réussir dans la vie. Donc, J'aimerais qu'on revienne sur le grand-père général Delavarde. Légion d'honneur au feu. Ah, c'est pas Elton John, c'est pas la même Légion d'honneur, c'est sûr. Décoré aussi du cordon de Sainte-Anne par le tsar Nicolas II. Famille peut-être modeste, mais qui puise ses racines très profondément. Oui, mon grand-père avait fait une carrière une carrière de sous-officier. C'est assez intéressant. Et il avait terminé sa carrière au moment du déclenchement de la guerre. Il était né en 1868, donc il avait déjà. Et il était père de 8 enfants au moment du déclenchement de la guerre. Et donc, il avait été nommé officier de réserve, il était lieutenant de réserve au déclenchement de la guerre. Et on lui a dit, bon, écoutez, vous êtes père de 8 enfants, vous avez déjà donné 20 ans de votre vie à l'armée, on va vous mettre sur les arrières. Mais à l'époque, un bataillon, c'était les gens d'un même village qui faisaient partie du même bataillon. Et son bataillon, c'était un bataillon prestigieux d'ailleurs, c'était le 8e bataillon de chasseurs à pied, dans lequel il avait fait toute sa carrière. Il avait fait 20 ans dans le même bataillon. Donc, et tous les gens du bataillon, il les connaissait. Et il n'a pas voulu laisser partir ses camarades au front. Donc, il est parti. Il s'est fait blesser la première année, en 1914, donc, et il a été ramené à l'arrière. Il était blessé grièvement.
Bon, et on lui a dit après ça, bon, écoutez, c'est bon, hein, vous avez donné, on va vous mettre à l'arrière pour former les nouvelles recrues. Hein, vous êtes trop âgé pour aller au front, vous avez une famille nombreuse, on ne va pas vous remettre au front. Et il a dit, si, moi, je ne peux pas laisser mes camarades aller au feu tout seuls. Et puis à l'époque, bon, c'était vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Hein, les soldats étaient remontés, ils croyaient en ce qu'ils faisaient. Hein, et donc, mon père a voulu y aller, mon grand-père, pardon, a voulu y aller. Et puis, bon, il y est allé. Et à un moment donné, tous les officiers de son bataillon ayant été tués dans des assauts répétés sur le mort-homme à Verdun, mort-homme, il a été. Il s'est retrouvé commandant de bataillon, il avait été nommé capitaine la veille, hein, et il s'est lancé dans un ultime assaut, hein, et son bataillon a été complètement ratiboisé, lui aussi, quoi. Donc, bon, c'est comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était élevé à l'époque dans le culte de ses grands-parents. Moi, mon grand-père, on m'en parlait tous les jours quand j'étais petit. Tous les jours. J'étais à l'école primaire, on me parlait de mon grand-père. Donc, pour moi, c'était une icône. Hein, et c'est ce qui a probablement décidé de ma carrière militaire. Hein, parce que il y avait dans mon inconscient, il y avait cet exemple-là, hein, qui me tenait aux tripes, quoi. Parce que j'ai encore été cette année, d'ailleurs, à Verdun, visiter tous les lieux avec mes petits-enfants. Je les ai amenés à l'endroit où mon grand-père a été tué. Donc, c'est mes petits-enfants. Hein, donc, ça franchit 4 générations. Et ils ont été très, très intéressés par tout ce qu'ils ont vu. Ils ont vu la tombe, bien sûr, de mon grand-père, hein, et dans un cimetière militaire à Glorieux, près de Verdun, où les dépouilles étaient rassemblées. Hein, et puis, bon, ils ont vu l'ossuaire de Douaumont, ils ont vu le fort de Vaux, tous les forts de Verdun, hein, et ils ont vu mes petits-enfants dans quelles conditions les soldats de 14 se sont battus. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein, de voir, d'abord, de transmettre cette mémoire. Hein, ces soldats qui se sont battus pour leur pays parce qu'ils croyaient en leur cause, Hein, la question est là. Hein, c'était la cause, c'était l'Alsace, la Lorraine, c'était la revanche de 1870. Hein, c'était, et toute une génération de soldats à l'époque avait été éduquée, chauffée à blanc presque pour cette grande guerre, celle qu'on a appelée la Grande Guerre, et dans laquelle on a hélas perdu un nombre d'hommes extraordinaires, un nombre d'hommes qui se comptaient par millions. Hein, donc, voilà. On rappelle, général Dominique Dallaert, vous êtes né, vous êtes ce qu'on appelle un boomer, hein, excusez-moi, juin 48. Oui, exactement, en juin 48, ouais, le 27. Vous êtes marié en 1980, à 32 ans, l'âge du Christ, beau sacrifice, je plaisante. Père de 3 enfants, grand-père de 5 petits-enfants, oncle de 16 neveux et nièces, dont 8, alors ça c'est une composante importante de votre cursus et de votre vie, dont 16 neveux et nièces, dont 8 citoyens américains, grand-oncle de 49 neveux et nièces, dont 38 citoyens américains. Il y a ce lien avec cette Amérique dont vous vous défiez à juste titre, mais vous parlez en connaissance de cause. Oui, je connais bien l'Amérique. Hein. D'abord, parce que j'y ai de la famille, je vous dis 38 petits-neveux que je vais visiter, que j'ai été visiter régulièrement, hein, depuis des années et des années. Donc, j'y ai fait de fréquents séjours et puis surtout, j'y ai été affecté pendant 3 ans. 3 ans en immersion complète. Hein, et j'ai pu approcher ce monde politico-militaire, hein, et à un niveau élevé, hein, puisque j'étais officier de liaison français auprès de l'enseignement militaire supérieur américain, donc ce qui m'a valu d'ailleurs des expériences inoubliables, hein, où j'ai pu effectuer des exercices que je n'ai jamais renouvelés ailleurs dans le monde. Hein. J'ai pu, par exemple, faire des war games contre l'Iran, hein, ce qui m'a permis
ce qui m'a permis de voir que les Américains n'étaient pas toujours très bons dans les affaires de commandement. J'ai pu aller voir les exercices de brigade qui se déroulaient à Fort Irwin, dans le Nevada. Donc, et puis j'ai pu aussi faire par exemple, toute l'épopée du général Custer à cheval, je l'ai faite à cheval, avec un petit groupe d'officiers américains dans ce qu'on appelait, c'était des espèces de wargames aussi, où on refaisait l'histoire, l'histoire de la bataille qui a eu lieu dans le Montana, dans lequel le général Custer est mort, qui s'appelait la bataille de Little Big Horn. Il a été scalpé, ce général américain, parce qu'il voulait faire une boucherie des Indiens qui se trouvaient là. Et les Indiens, dans un sursaut de désespoir, sont rentrés dans le régiment américain et ont tué tous les Américains. Le 7e de cavalerie américain a été complètement décimé, les soldats scalpés, etc., etc. Ça a été une des dernières grandes victoires indiennes. Et j'ai eu l'occasion de faire l'ensemble du périple du général Custer à cheval dans les montagnes du Montana et dans le sud Dakota aussi, donc ce qu'on appelait les guerres indiennes. J'ai pu faire les guerres indiennes à cheval avec un petit groupe d'officiers américains. Voilà. C'est toujours ça le paradoxe, c'est que les gens qui à juste titre se défient et nous défient et nous alertent sur les États-Unis, c'est souvent ceux qui connaissent le mieux l'Amérique, mais qui l'aiment aussi pour certains de ses aspects, où beaucoup de pro-américains aujourd'hui, d'agents vendus, finalement ne connaissent rien à l'Amérique, n'en connaissent que les poisons. Mais pas Moi, j'aime bien en Amérique, j'aime bien le peuple américain, parce que le peuple américain est généreux, mais ce sont souvent, hélas, de grands naïfs. Et parce qu'ils sont naïfs, ils se laissent manipuler par des gangs mafieux qui ont pris le pouvoir aux États-Unis. Et moi, quand je me prononce un peu sévèrement contre l'Amérique, je ne me prononce pas contre le peuple. Je me prononce contre les dirigeants. Mais j'ai connu des officiers américains extraordinaires. Certains sont connus aujourd'hui avec tout ce qui se passe, comme le colonel McGregor, oui, avec lequel j'ai travaillé pendant 3 ans à Fort Leavenworth, dans le Kansas. Et nous avons échangé pendant des heures et des heures et des heures. Donc, et nous sommes toujours en relation, bien sûr. Et nous nous sommes retrouvés après à l'OTAN, etc. Donc, j'ai des amitiés américaines dans l'armée de terre américaine et qui sont inébranlables. Mais ce sont des gens qui finalement, à force de réflexion, ont changé d'avis eux aussi. C'est-à-dire que quand j'ai connu McGregor, au début, il était peut-être un peu néocon sur les bords, c'est-à-dire qu'il croyait à l'exceptionnalité de l'Amérique, une Amérique qui devait régner sur le monde, qui avait vocation à diriger phare du monde, quoi. Et en fait, il a changé d'avis lorsqu'il a été affecté à l'OTAN, comme directeur du Joint Operations Center de l'OTAN, et là, il a vu la réalité des choses, et surtout, il a vu ce qui se passait en coulisses, quoi. Et là, tout de suite, on se réveille, on prend une douche froide, et on se dit, mais attendez, là, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Comment ça se fait que des gens, un petit nombre de gens, aient autant de pouvoir occulte en arrière et tirent des ficelles ? Et donc, il a changé d'avis, et aujourd'hui, c'est un militant infatigable qui prêche contre l'OTAN, oui, dans laquelle il a servi. Oui. Il la connaît bien, l'OTAN. Il la connaît bien, et il l'a servi au plus haut niveau dans l'OTAN. Eh bien, il prêche aujourd'hui contre l'OTAN et contre les guerres tous azimuts qui sont faites par l'Amérique, par son pays, l'Amérique, contre tout le monde. Il était contre la guerre au Kosovo, qu'il a dû faire. On va y revenir sur tout ça. Il a dû la faire, mais il était contre. Il me l'avait dit, on en avait beaucoup parlé et on en parle toujours. Et puis, il est contre aussi contre les excès de la gouvernance israélienne d'aujourd'hui,
et il est contre aussi l'hostilité russophobe, il est contre l'hostilité iranophobe, hein, et voilà, et il s'est fait son opinion après une carrière militaire, lui aussi, qui a été relativement longue. Hein. Voilà. Vous Donc, avez son supérieur hiérarchique que vous avez bien connu aussi, le général Clark, c'est ça? oui, le général Clark, c'était le général qui était immédiatement, qui avait choisi d'ailleurs MacGregor comme directeur du JOC, parce que le directeur du JOC, c'est le chef d'orchestre de l'OTAN. Donc MacGregor a été chef d'orchestre de l'OTAN. Hein. C'était lui qui dirigeait tout. Hein. Et bon, je me souviens de réunions mémorables, parce qu'il m'avait invité à visiter l'OTAN. Hein. Et juste avant la guerre contre au sujet du Kosovo, juste avant l'affaire. Moi, je rentrais tout juste des États-Unis, j'arrive à Mons, en Belgique, à l'état-major de l'OTAN, où MacGregor m'avait invité, et il me dit, tu tombes mal, aujourd'hui, on vient d'envoyer des émissaires à la Serbie, et Richard Holbrooke, pour ne pas le citer, et si jamais il revient sans concession de la part des Serbes, demain, on frappe aérienne de la Yougoslavie. Et il me dit, et on va faire une connerie. Alors moi, bon, j'arrivais à peine des États-Unis, j'étais pas très au courant de toutes ces histoires-là. Et je lui dis, ah bon, on va faire une connerie, pourquoi éclaire ma lanterne, je suis pas très au courant là, de cette affaire-là. J'arrive juste de Leavenworth, moi. Bon, explique-moi pourquoi on va faire une connerie. Eh bien, il me dit, c'est tout simple, hein, c'est que d'abord, tous les renseignements qu'on reçoit de l'ex-Yougoslavie, du Kosovo, hein, indiquent qu'il y a une petite rébellion de faible ampleur. Hein, c'est presque à peine plus que des violences urbaines telles qu'on a pu les connaître en France, hein, des révoltes vraiment limitées, et que intervenir dans une affaire pareille qui relève d'un État souverain, c'est faire de l'ingérence. Donc on n'a pas à s'ingérer là. Première bêtise. Deuxième bêtise, c'est que on ne se rend pas compte que ce pays-là, c'est un pays qui a donné du fil à retordre aux Allemands, et que si jamais on frappe et qu'on entame un conflit avec eux et qu'on doit aller au sol, on va avoir des pertes. Ça va mal se passer. Et donc, il n'y a vraiment aucune raison d'y aller, d'aller frapper là-bas. d'interférer. Je lui dis, quand et qu'on reçoit tous ces renseignements et qu'on voit qu'on va faire une connerie et qu'on va la faire quand même, explique-moi comment on en arrive là. Oui. Et il me dit, c'est tout simple, hein, c'est le gang des Trois. Je lui dis, le gang des Trois, qu'est-ce que c'est que ça? Je connaissais la bande des Quatre, oui, en Chine, hein, mais le gang des Trois, je ne connais pas. Et il me dit, c'est tout simple, hein, c'est Albright, c'est Clinton, Albright et Clark. Et Clark, son supérieur, hein, immédiat. Il me dit, c'est ce que j'appelle la bande des Trois. Pourquoi je l'appelle la bande des Trois? Parce que les Trois ont passé la majeure partie de leur vie dans le même État américain qui s'appelle l'Arkansas. Ouais. Ils ont passé la plupart ils ont usé leur fond de culotte dans la même université de la même ville, Little Rock. Donc, ils sont copains comme cul et chemise, et ils se sont auto-promus, hein, ils se sont fait la courte échelle tout au long de leur carrière respective pour arriver au poste où ils se trouvent. C'est-à-dire numéro 1 des États-Unis, président des États-Unis, le numéro 2, à l'époque, c'était le secrétaire d'État, c'était Madeleine Albright, elle était secrétaire d'État, et le numéro 1 militaire, sans conteste, c'était le patron de l'OTAN. Ce n'est pas le chef d'état-major des armées. Hein. Le patron de l'OTAN, il ne fait de compte-rendu qu'au président lui-même. Il ne passe pas par le chef d'état-major des armées américaines.
Et donc, son Ni le supérieur ministre, direct, c'est le ni le président. ministre. Ouais. Donc, c'est Ni les le 3 secrétaire, personnages les plus importants des États-Unis. Et à chaque fois, il me dit, à chaque fois qu'il y en a un qui était dans la mouise, les autres sont venus pour lui donner un petit coup de main pour s'en sortir de la mouise. Et il me dit, aujourd'hui, on était en octobre 98, si ma mémoire est bonne, aujourd'hui, il y en a un des 3 qui est dans la mouise. Là, j'ai compris tout de suite. Bon, pour les gens qui ne comprendraient pas aujourd'hui, il y en avait un qui était effectivement dans la mouise et qui était l'objet d'une procédure d'impeachment qui était Monica, Clinton, à cause d'une certaine Monica. À Monica. cause du scandale de Monica Lewinsky. Donc, il fallait trouver une diversion. Ah oui, à ce point-là. Ouais. Oui, il était en train de me dire qu'il fallait une diversion. Ça tient un peu de choses. Une diversion pour faire oublier par les médias l'affaire de Monica Lewinsky. Parce que à chaque fois qu'on fait une guerre nouvelle ou quelque chose, les médias se précipitent là-dessus et oublient tout le reste. Et ça a marché d'ailleurs. Il n'a pas eu tellement d'ennuis avec l'affaire Lewinsky. Les médias ont fait un peu de news au début. Il y a parjure. Ouais. Et il y a eu une deuxième opération comme ça, militaire, qui s'est passée à peu près dans les mêmes eaux, qu'on appelait face à l'Irak, là, cette fois-ci, à la veille d'une séance d'impeachment du Congrès du Sénat américain, et à la veille, Clinton a déclenché une frappe sur l'Irak qui s'appelait l'opération Desert Storm. Non, pas Desert Storm. Desert Storm, c'est la guerre. C'est la grande aventure, mais là, c'était Desert Fox. Le renard du désert. Voilà, Desert Fox, le renard du désert. Ils ont balancé, ils ont tué 2000 Irakiens, ils ont balancé un paquet de missiles à partir de leurs sous-marins, etc., sur l'Irak, quelques centaines de missiles sur des villes irakiennes. Et donc, la presse américaine s'est emparée de tout ça, a oublié complètement, et pareil pour les sénateurs et les membres du Congrès, l'empêchement, oublié. On est passé à autre chose. On est passé à des bruits de bottes, à une guerre éventuelle avec l'Irak, et tout ça, ça permettait de faire oublier, les choses importantes, l'impeachment du président. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.